je partirais de la macro, c'est-à-dire une contrainte colossale qui est le fait qu'on est dans un monde fini, et donc le mythe de la croissance infinie s'écroule. Ce qui veut dire, si on le traduit concrètement, qu'on a un modèle de développement basé sur la ponction des matières premières, leur utilisation à outrance, le fait que ça repose sur une société de consommation boulimique, l'hyperconsommation, le surendettement des ménages américains. Et ce modèle n'est plus tenable pour plusieurs raisons. La première, c'est tout d'abord l'inflation des matières premières par la rareté. On est dans un monde fini, les matières premières connues, utilisées, zinc, plomb, cuivre, nickel, etc., vont venir à manquer très rapidement, puisqu'il y a des horizons de 15 ans, 30 ans, 50 ans pour certaines. Une boulimie de croissance très forte des pays dits émergents, Chine, Inde, Brésil et autres, ce qui fait qu'on va avoir un effet rareté qui va augmenter considérablement le prix des matières premières. Donc ça va changer notre rapport aux matières premières, et donc ça va obligatoirement modifier nos comportements et notre façon d'utiliser ces métaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément à prendre en compte pour le futur, c'est la pénurie énergétique, qui est conditionnée à la fois pour des raisons d'émissions de CO2, donc critères écologiques, mais aussi par le fait que de toute façon, il va falloir faire attention à être efficient énergétiquement, parce qu'on ne va plus pouvoir se permettre de dépenser quelque chose qui a coûté extrêmement cher du fait de la hausse programmée des cours du pétrole, voire du gaz naturel, voire des autres énergies nucléaires, du fait des conditions de sécurité. Tout ça va coûter extrêmement cher. Par rapport à tout ça, au-delà de cette contrainte matière première, on a une contrainte démographique. Vieillissement de la population, accéléré au Japon, accéléré dans les pays occidentaux, qui fait qu'on va avoir un coût social, une charge à prendre en compte des personnes qui vieillissent, que ce soit le coût retraite, la prise en charge médicale, qui va peser aussi sur les classes moyennes. Autre élément, la multiplication des catastrophes écologiques qu'on voit tous les jours. Les assureurs peuvent le confirmer. Des coûts qui sont exorbitants. 2010, c'était l'année la plus coûteuse pour les compagnies d'assurance en termes de catastrophes, et qui font que ça va accentuer la pénurie de matières premières, accentuer la pression financière sur les collectivités et donc sur les citoyens, puisque les primes d'assurance vont augmenter. Et puis enfin, on a un contexte de dette publique européenne, américaine et japonaise qui devient insoutenable et qui va obliger les États à augmenter la pression fiscale de façon à limiter les déficits, à commencer à rembourser les dettes. Quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qui se passe? La première conséquence, c'est qu'on est dans un modèle qui n'est plus soutenable, parce que les classes moyennes, qui étaient le moteur de notre économie depuis les années 60, depuis l'après-guerre, grosso modo, qui étaient des gros consommateurs et qui ont fini par s'endetter parce que leur salaire ne pouvait plus augmenter à partir des années 90, eh bien ces gens-là vont moins s'endetter, on le voit aux États-Unis, ça commence. Ils vont moins consommer en volume parce qu'il va y avoir une telle pression fiscale, un tel coût de l'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, un tel coût des produits du fait de l'inflation importée par les matières premières, que ces gens-là vont voir leur pouvoir d'achat se réduire de plus en plus. On va vers un appauvrissement programmé des classes moyennes occidentales, et donc une économie qui va s'appuyer sur quoi? La consommation jusqu'ici était en volume, s'appuyait sur ces classes moyennes boulimiques, très consommatrices, prêtes à s'endetter, et on change de paradigme. Elles vont moins s'endetter, elles vont moins consommer. Elles vont hiérarchiser leurs achats et commencer à s'interroger sur l'utilité d'un achat. Elles vont commencer à revoir leur hiérarchie dans l'allocation du panier consommateur. Et ça va tout changer. Ça veut dire que certains produits qui nous paraissent essentiels aujourd'hui, comme l'automobile, qui était un produit de valorisation sociale, un produit essentiel à tous les jeunes de 20 ans dans les années 80, 90 et avant, devient quelque chose de secondaire, parce que c'est trop cher pour se déplacer. On raisonne en termes de mobilité. Et puis en termes de la voiture est essentielle. La voiture devient secondaire dans le budget des classes moyennes. Vous appliquez ça à tous les produits, on en arrive à un bouleversement total de l'économie occidentale, parce qu'il va falloir repenser, est-ce que mon produit a du sens, est engagé et apporte de l'engagement au consommateur qui va être prêt maintenant à payer quelque chose de vraiment utile, qui lui apporte soit du plaisir, soit un engagement solidaire, soit un engagement écologique, ou est-ce que mon produit est juste un produit fonctionnel, ce qu'on appelle le just enough, auquel cas je l'achète pour la fonction, point. Mais je ne vais pas y mettre très cher. Si on parle de la banque, eh bien il y a deux solutions, moi j'en vois pas trois. Soit une banque fait son métier de base, c'est-à-dire qu'elle me fournit une carte bleue, un emprunt quand j'en ai besoin, donc des liquidités, un compte chèque, et j'ai le service minimum, ça fonctionne, et j'en attends pas plus. Et ça me coûte donc pas trop cher, le service de base. Soit on m'apporte autre chose, c'est-à-dire un vrai conseil, une vraie plus-value, une vraie proximité, on m'accompagne et on m'aide dans mon quotidien, soit pour la gestion de mon budget, soit pour la gestion de mon entreprise, on m'apporte quelque chose de concret. Et pas uniquement, on ne me propose pas des journaux, des abonnements de vacances, des abonnements de télévision, des téléphones portables, parce qu'aujourd'hui les banques font tout. Eh bien, la banque sort par le haut en proposant quelque chose qui apporte une vraie plus-value à l'utilisateur, qui donne du sens. Ça peut être l'engagement dans le territoire local, une banque qui soutient les PME de sa région, une banque qui soutient les personnes en difficulté, une banque présente auprès de ses clients et moins accaparée par Wall Street et la spéculation sur le marché financier. Là, on a une forme de sortie par le haut, d'essentialité, d'utilité
du système bancaire qu'on a un peu perdu ces 30 dernières années. Alors il y aura toujours de l'épargne et il y aura toujours des gens riches. Il y aura toujours des gens qui devront placer leur argent. On ne va pas vers une disparition totale des classes moyennes, il ne faut pas non plus exagérer. On va vers un amoindrissement, une classe moyenne avec des gens très aisés au sein de cette classe moyenne et des gens de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que le cœur de la classe moyenne qui était important en volume va diminuer, va être un peu étranglé. Voilà, c'est l'effet, c'est la forme du fameux sablier, avec un étranglement du sablier, on sort par le haut ou par le bas. Donc plutôt une société un peu bipolaire comme aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se mettre en place apparemment. Donc il va falloir vraiment jouer la différenciation et l'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens recherchent du sens dans leur placement, ils vont aller vers les banques qui vont être transparentes en termes de placement, d'utilisation de votre épargne, transparentes dans les process financiers, et qui sera capable de dire aux consommateurs engagés, puisque le consommateur va de plus en plus voter pour un produit, voter pour un service, il ne va pas rester passif à consommer de manière moutonnière et boulimique, il va choisir, donc il va s'engager, et va demander à sa banque, que fait-on de mon argent? À quoi sert-il? Qu'en faites-vous? Je vous le confie, qu'en faites-vous? Oui, je veux de la rentabilité, certes, mais pas seulement. Je veux une rentabilité qui a aussi rempli sa fonction, qui a permis de donner de l'utilité à ces fonds, c'est-à-dire que je suis convaincu qu'on va développer de manière assez importante dans les prochaines années, l'épargne solidaire, l'épargne socialement responsable, tous les fonds qu'on appelle engagés, et ça peut être uniquement des actions territoriales, mais concrètes, financement d'associations, soutien de l'emploi aux PME, engagement dans une association caritative, une ONG. Il y a une variété d'investissements possibles. Mais il va falloir que la banque s'engage. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que l'image de la banque, c'est Wall Street. C'est Wall Street, c'est la spéculation, c'est la bourse. Et la crise financière a été très dommageable pour ça, pour l'image des banques. Aujourd'hui, l'image du banquier, c'est l'image d'une personne qui spécule sur les marchés, qui ne prête pas d'argent aux PME, alors ce qui peut être totalement faux, mais c'est l'image que j'entends tous les jours auprès des chefs d'entreprise que je peux côtoyer, et qui prend 4 ceintures de sécurité pour faire 200 mètres avec une entreprise, si je caricature. Donc il y a une image qui est assez mauvaise dans le tissu des PME, mauvaise auprès du grand public, et il va falloir réconcilier tout ça. Et la réconciliation, elle se fera inévitablement par la transparence dans l'utilisation des fonds et l'engagement. J'en suis convaincu. Soit on fait de la banque basique, et ça c'est la banque en ligne quelque part, la banque basique, j'offre un service, je gère mon compte via Internet, pas de contact humain, soit je fais de la banque engagée, et là on a des modèles alternatifs qui sont en train d'apparaître, je pense aux Pays-Bas et en Belgique notamment, des banques qui s'engagent à ne financer que des activités non polluantes, respectueuses de l'homme, fournissant un service à la collectivité. Mais aujourd'hui, il y a deux scénarios, en fait, deux scénarios qui se dessinent. Le premier, c'est on continue à s'obstiner à ne pas voir l'avenir, on reste dans le déni écologique, déni social, déni de la situation macroéconomique mondiale, et auquel cas on reste dans un système productiviste où on s'appuie sur la ponction des matières premières, avec des coûts de plus en plus élevés, des classes moyennes qui s'appauvrissent, et tout ça finit vers une forme de chaos, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va très mal se terminer, c'est le retour aux années 30, c'est ce qu'on sent un petit peu politiquement en Europe, la résurgence des extrémismes, et des gens qui se referment sur eux-mêmes, qui se replient sur eux-mêmes, et qui cherchent les raisons de leur malheur dans l'étranger, dans tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui n'est pas de chez eux, donc c'est le début de la xénophobie, de tout ce qu'on a connu il y a quelques décennies. Ça, c'est le risque actuel, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, beaucoup plus optimiste, auquel je crois et pour lequel je milite, c'est on se prend en main, c'est Edgar Morin, c'est la métamorphose, on ouvre les yeux, on essaie de progresser, ça veut dire l'ouverture, l'interrogation, l'investissement dans des nouvelles technologies, dans des nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de penser. On aborde la globalité, le monde est complexe, brutal, il faut l'aborder dans sa globalité. Et on commence à imaginer une économie soutenable. Une économie qui sera soutenable pour l'environnement, donc on fonctionne moins les matières premières, il faut trouver des matériaux alternatifs, les composites pour la voiture, la fibre de verre peut-être, des voitures qui ne fonctionnent pas qu'au lithium et qui fonctionnent peut-être avec une carrosserie qui capte le solaire et qui le redonne dans le moteur. Enfin, on peut tout imaginer, et on a des ingénieurs pour ça. Une société qui est basée sur une meilleure redistribution des richesses, mais ça passe aussi par donner du sens, redonner du plaisir aux gens dans leur entreprise, et ça on en est loin aujourd'hui en Occident. Donc réenchanter l'entreprise, réenchanter l'économie. L'Occident doit devenir compétitif, mais pas seulement économiquement, il doit l'être à la fois sur le volet environnemental, sociétal, économique, et quand on joint les trois, on trouve des solutions alternatives innovantes. Mais si on les traite séparément, de manière parcellaire, par segment, on ne trouve pas la bonne solution. Je vais prendre un exemple très concret. On va avoir un problème de pauvreté en Occident. Comment lutter contre la pauvreté? Eh bien, les solutions pour lutter contre la pauvreté, les logements sociaux, ça va être l'écologie. Ça va être consommer moins d'énergie.